Bonjour, merci d'être venus nombreux pour cette projection de Terreur aveugle qui s'inscrit dans le cadre de la rétrospective que nous consacrons à Richard Fleischer. Richard Fleischer, on a très vite compris que c'était, comme il y a des musiciens pour musiciens, il y a des cinéastes pour cinéastes, je crois. En tout cas, c'est un cinéaste qui fascine beaucoup de réalisateurs, et il y a eu comme ça, nous organisons donc depuis le début de la rétrospective des rencontres avec des cinéastes qui nous parlent de leur Fleischer préféré, ou pas en tout cas d'un film de Fleischer qui les inspire tout particulièrement. Là vous allez voir Terreur aveugle. Terreur aveugle, c'est un film qui tourne juste après L'étrangleur de Rillington Place. Il n'est plus sous contrat avec la 20th Century Fox. C'est un film qui est tourné en Grande-Bretagne comme le précédent, pour le même producteur, Martin Ransoff, et c'est un film distribué et financé par la Columbia. C'est un film qui a une réputation un peu moindre que ceux qu'il a filmés à cette époque-là. D'ailleurs, le fait que vous soyez un peu moins nombreux que hier, on a passé L'étrangleur de Boston, le prouve, mais c'est pas, ça le prouve, mais c'est pas une réalité, en fait. Vous allez voir, c'est un film formidable. Alors, quand on a demandé à Bertrand Bonello s'il avait envie de parler de Richard Fleischer, il nous a dit tout de suite oui, et il nous a dit Terreur aveugle. Et donc on est très très heureux de l'accueillir. Bertrand Bonello nous a fait l'amitié de venir parler de Richard Fleischer. Pourtant, il doit être assez occupé en ce moment, puisque son dernier film, son nouveau film, sort en salle dans quelques jours. Donc merci Bertrand d'être venu. Merci de l'invitation. Et en effet, comme il sort un film bientôt, franchement, ça fait du bien de parler des films des autres plutôt que de parler toujours du sien. Donc je suis vraiment très content d'être là. Et franchement, je sais pas, il y a peut-être plus de monde hier, mais ça fait très plaisir de voir une salle aussi pleine. Alors je sais pas qui voit le film pour la première fois, qui le revoit. Ah oui, d'accord. D'accord, donc c'est quand même une première vision pour beaucoup. Je vais pas dire grand chose parce qu'on revient pour parler, on va garder du temps pour ça, et surtout je sais pas trop ce qui serait de l'ordre de spoiler, pas spoiler, donc je vais dire très peu de choses. Juste un truc, c'était écrit par la personne qui a écrit, je crois, Chapeau melon et bottes de cuir. Bon, Brian Clemens. Voilà, et juste dire que les bottes avaient leur importance dans le film. Voilà. Bonne projection et à tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure. Ceux qui veulent partir sont partis, ceux qui veulent rester sont restés. Tout à fait. Alors je ne sais pas si vous suivez depuis le début cette rétrospective Richard Fleischer, consacrée au film de Richard Fleischer. Il y a une chose qui apparaît de plus en plus évidente, notamment quand on voit ses films les plus réussis, c'est que c'est quelqu'un qui aime faire des expériences. C'est un expérimentateur formel à l'intérieur d'un cinéma de studio et même de série. Le film que vous avez vu a été considéré comme un film de série au moment de sa sortie. Il a eu plutôt des mauvaises critiques. J'ai regardé un peu ce qui s'est écrit en France et il a été vu comme un banal film de terreur et plutôt raté même. Il a été vraiment très mal reçu. Et moi je trouve qu'avec Terreur aveugle, c'est encore un autre type d'expérience, c'est un autre type d'expérience auquel se livre Fleischer. Vous avez vu hier L'étrangleur de Boston avec le split screen, vous avez vu l'utilisation du cinémascope dans ses films des années 50, et là je pense qu'il essaye encore quelque chose de nouveau. Alors, Bertrand nous avait désigné ce titre comme celui sur lequel il voulait parler. J'ai une petite idée quand même j'ai la raison pour laquelle il aime le film. J'en ai une petite idée, mais je voudrais qu'il nous... Voilà. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce film ? En fait, originellement, je t'avais proposé ce film pour mes cartes blanches. Et tu m'as dit, on fait une rétro Fleischer, viens donc, etc. Ouais. Et... non, mais c'est vrai, moi j'étais vraiment très heureux de le voir en salle. Je crois que finalement la morale du film, c'est que c'est très compliqué de prendre un bain tranquillement. et je me souvenais pas du dernier plan en revanche, qui est quand même vraiment hyper fort. Non, mais il y a évidemment, je sais pas, 10-12 minutes totalement spectaculaires quand elle déambule au milieu des cadavres, etc. Et c'est presque une raison suffisante, je trouve, comme cinéaste, pour faire un film, c'est d'avoir ça. Enfin, ça suffit. Et en plus, il n'y a pas que ça. Mais ce qui est extraordinaire dans le fait d'avoir un personnage aveugle, c'est que le personnage ne voit pas ce que le spectateur voit.
à partir de ce moment-là, ça permet des idées de mise en scène qui sont complètement dingues. Cette découverte, bon, on peut commencer par ces 10 minutes, hein, parce que c'est vraiment ce qu'il y a de plus étonnant, enfin de plus cette découverte comme ça, par des détails, d'abord la gourmette, et puis après le verre cassé, et puis toute cette chorégraphie du pied autour du verre, etc., pour faire durer, et puis une jambe de derrière, etc. Bon, pour un metteur en scène, c'est du plaisir pur, c'est de la jouissance pure, en fait, d'arriver à créer 10 ou 12 minutes avec quelque chose que vous voyez, qu'elle ne voit pas, et il l'étire au maximum sans être jamais complaisant. Donc déjà, rien que pour ça, il y a de la matière à mise en scène tout le temps. C'est ça qui m'avait tellement plu quand j'avais vu le film la première fois, et la raison pour laquelle j'avais envie d'en parler. Oui, d'ailleurs on peut se dire, c'est ça, c'est une des expériences qu'il tente en fait. C'est comment filmer un personnage qui ne voit pas ce que les spectateurs voient. Exactement. Et je sais d'ailleurs que c'est une des premières personnes qui m'avait parlé de ce film, c'est Justine Triet. Et on voit très bien comment à un moment le film a dû travailler en elle pour qu'elle fasse Anatomie d'une chute. Et puis après, il y a à partir de ce moment-là, à partir du moment où Mia Farrow qui comprend, alors là, c'est pendant, je sais plus, 35 minutes, 40 minutes, il lui fait tout subir, quoi. C'est ça, c'est du pur sadisme. Je dis, c'est un des films les plus sadiques. Il lui fait tout subir. Le verre dans le pied, la branche, la chute dans la cave, enfin, il y a tout. La boue, allez, encore une marche. Tu vas y arriver, bien, voilà. Et là, c'est un autre type de mise en scène, hein. C'est-à-dire, c'est le cinéaste avec son actrice. Le cinéaste, c'est que il y a une espèce de bascule à ce moment-là, et que je trouve vraiment tout aussi passionnant. C'est vraiment le film par ailleurs. Absolument. Alors, on se dit qu'en voyant Terreur aveugle, que la notion de genre a pas beaucoup de sens. En fait, le cinéma de terreur, c'est des formes. C'est des formes très particulières. Et on se dit, nous avons un personnage aveugle, mais en fait, Fleischer passe son temps à aveugler le spectateur aussi. Dans le film de terreur, il y a des trucs qu'il ne faut pas voir, sinon c'est foutu. Par exemple, l'identité de l'assassin. C'est le royaume du hors-champ, en fait. C'est le hors-champ. On se doute à un moment donné que l'assassin, sans qu'on sache que c'est lui, est dans le champ, il ne faut pas qu'on voit ses pieds, sinon on voit qu'il a les bottes étoilées, etc. C'est-à-dire que la réalité, en fait, est un puzzle incomplet. On a ce sentiment-là. Alors, c'est évidemment la rhétorique de la terreur, puisqu'il faut qu'on ait peur de ce qu'on ne connaît pas, il faut qu'on ne connaisse pas l'identité de l'assassin, qui d'ailleurs n'a pas beaucoup d'importance, s'en fout complètement. C'est un pur dispositif, il fallait que ça soit un de ceux qui c'était par là, mais il n'y a aucun travail sur la surprise quant à la révélation de l'assassin. Donc je trouve qu'il y a, au-delà de cette expérience incroyable autour de ce personnage qui ne voit pas et de ce spectateur qui voit ce qu'elle ne voit pas, et encore il met du temps. C'est-à-dire que lui-même il est obligé de cadrer le fauteuil où il y a le cadavre de façon à ce qu'on, la première fois qu'on le voit, on ne voit pas nous non plus le cadavre. C'est vertigineux en fait. C'est très très long avant qu'on se dise, bon, on se dit que quelque chose s'est passé évidemment, mais c'est très très long avant qu'on voit quelque chose. Absolument. Alors elle ne voit rien. Donc c'est purement arbitraire, c'est ça qui est génial, c'est de la pure mise en scène. Je décide de ce que je montre. Alors il y a quand même un truc totalement déconcertant dans le film. C'est que quand à la fin du film, l'assassin essaye de la noyer, il y a un plan subjectif. C'est qu'elle est sous l'eau, elle voit l'assassin. Elle ne devrait pas voir, elle est aveugle. Alors où c'est complètement idiot? Non, mais c'est intéressant, parce que où c'est complètement idiot, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ce plan. Je parlais hier avec Nicolas Boukrieff, il me dit, le film est formidable et tout. Quand même, il y a un plan très con. Je dis, oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a deux manières de le voir, ce plan. Ça peut être un subjectif, ou ça peut être un champ contre champ, en fait. Hein. Oui, mais avec l'eau comme ça, enfin, c'est quand même son point de vue à elle. Enfin, effectivement, quand le plan où on voit en train d'étrangler, on peut se dire c'est un contre-champ. Et quand elle est vraiment sous l'eau, on se dit c'est son regard à elle. Et en fait, on peut se dire que c'est aussi une manière, alors là pour le coup, mais totalement abstraite, presque conceptuelle, de nous dire vous croyez au cinéma voir ce que voient les personnages, mais c'est pas vrai. Vous ne voyez que ce que moi je décide que vous voyez. Vous voyez ce que filme la caméra. Et donc, alors, je ne sais pas si Fleischer a pensé à ça, mais quand on voit la complexité de certains de ces films, on se dit, mais pourquoi pas? En tout cas, c'est un truc vertigineux. C'est un truc où on se rend compte qu'en fait, et notamment
dans le cinéma, et notamment le cinéma de terreur, le spectateur passe son temps à être manipulé. On passe son temps à lui montrer ou à ne pas lui montrer des trucs que de toute façon il pourrait ou il pourrait ne pas voir, et que les personnages pourraient ou pourraient ne pas voir. Après tout, c'est le metteur en scène qui décide de ce que voient les personnages. Après, je vais peut-être faire tomber un truc, hein. Mais moi, j'ai un peu l'impression qu'à un moment, il manque de plan dans cet espace, comme ça, et qui s'est dit, bon, on va quand même faire ce plan-là, quoi. Je ne sais pas si c'est fait tout le raisonnement que tu t'es fait, mais peut-être. Non, mais là, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il aurait pu faire effectivement un champ, puis un contre-champ noir. Enfin, tu vois, mais sauf que là, il aurait fallu qu'il noie, enfin, il fallait qu'il envoie de l'eau sur les spectateurs, peut-être, pour qu'ils aient le sentiment bon, parce que c'est un cinéma de la sensation, le cinéma de l'erreur. C'est sûr que la question du point de vue, quand on a un personnage aveugle, elle se pose doublement, forcément. Oui. Donc, moi, je trouve que c'est encore une autre expérience, quoi. Il essaye un truc. Alors, par ailleurs, c'est effectivement une production de série. Alors, il est à ce moment-là en Angleterre, parce il a fait 2 mauvais films aux États-Unis pour la Fox. C'est le Che Guevara, sa biographie du Che, et un film de guerre sur l'attaque de Pearl Harbor, qui est pas mauvais, mais enfin qui est très moyen, qui est Tora, qui est une super production. Et là, donc, il est libéré de son contrat, et là, il fait en Angleterre, pour le même producteur, il fait 2 films, assez extrêmes finalement, et assez noirs, assez sombres. C'est L'étrangleur de Wellington Place et celui-là. C'est-à-dire que on a l'impression que ces 2 films-là sont peut-être les plus violents qu'il ait jamais réalisés. Parce qu'il y a quand même quelque chose, de toute manière, dès le début, hein, sur l'ambiance, il y a quelque chose sur la violence contemporaine. Bien sûr. C'est pas avec une pas non plus, mais enfin, il y a quand même quelque chose de... Il y a une ambiance, en fait. Il sort du cinéma, il a vu un double programme. Alors, il y en a un film, c'est les titres qu'il a inventé, enfin, que le scénariste a inventé. Le culte du violeur, The Cult of the Rapist, et l'autre, c'est l'histoire de couvent, enfin, ça veut dire la Nunsploitation, donc un cinéma à la fois violent et érotique, et on voit le personnage du tueur, on ne sait pas encore que c'est un tueur, mais on ne voit pas son visage, donc on se doute bien que c'est pas un gentil. Il passe devant un magasin de jouets guerriers, et puis après, il passe devant un magasin de journaux, et le premier titre, c'est Révolte dans une prison, les mitraillettes ont tiré, les mitrailleuses, on a utilisé des mitrailleuses. Enfin, on est dans une ambiance de violence sourde dès le début du film. Dans une espèce de campagne un peu âpre, quand même. Hein. Ah oui, avec des gitans qui sont mal vus par le reste de la population. Oui. En plus, les personnages ne sont pas très sympathiques. Aucun, quasiment. Aucun. Ouais. Donc, ils sont pas sympathiques. Il y a un truc de classe un peu aussi dans le film. C'est l'oncle et la tante avec leur belle maison. Lorsque ils chassent comme ça, en fait, on a l'impression que le mobile de l'assassin est tout à fait dérisoire. C'est parce on lui a éclaboussé les bottes avec la voiture. Parce que l'oncle, en passant avec je sais pas, c'est une Bentley, non, c'est vraiment une voiture de riche. Une Jaguar, merci. Et donc, il lui éclabousse les bottes, et donc, ça serait le motif de la vengeance, qui est enfin totalement dérisoire, comme la découverte de l'assassin l'est aussi, d'ailleurs. C'est ça qui est intéressant dans le film, et qui laisse croire que vraiment, c'est le dispositif qui a intéressé Fleischer. Et il y a quand même cette idée qu'on trouve également dans le film qu'on a vu hier, L'étrangleur de Boston, il y a l'idée que le mal est diffus, quand même. Il y a une dimension, encore une fois, métaphysique, si on veut, enfin, c'est que on est entouré par le mal, il se diffuse partout, il n'a pas forcément de causalité. La causalité impossible, ça c'est dans beaucoup de films de Fleischer, les gens font quelque chose, ou il leur arrive quelque chose, ils n'arrivent pas vraiment à comprendre pourquoi ça leur arrive. Et ben, je trouve que dans ce film, même si c'est un peu en mode mineur, encore que moi je le trouve film impressionnant, il y a aussi cette dimension-là. Moi je ne trouve pas du tout mineur, hein, mais c'est le niveau de la mise en scène qui me fait dire ça. C'est comme, puisqu'on parle de série B, et puis que dans les cartes blanches on a présenté une autre terreur qui est Terreur sur la ligne. Pareil, c'est des séries. Alors, juste pour résumer, Bertrand Bonello est l'invité de rendez-vous en parlant cinéma, donc à partir de début février, et donc il viendra 4 fois, avec ça compris, donc 5 fois. Oui. Bon, enfin bref, il viendra présenter les films de son choix, et on pourra continuer de parler de sa cinéphilie. Non, mais j'ai fait le rapprochement entre les 2 films, pas uniquement parce qu'ils ont le mot terreur, mais parce que c'est en effet des séries B qui, pour moi,
moi, se révèlent quand même des très très grands films pour des raisons très différentes. De celui-ci, c'est la mise en scène, et sur Terreur sur la ligne, c'est l'émotion. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler qu'il y a une rétrospective de films de Bertrand Bonello à partir de la fin du mois de février. Voilà, son film sera sorti en salle, ce nouveau film, depuis 2 semaines ou 3 semaines, mais voilà, on pourra revoir tous ces films à la Cinémathèque. Voilà, je ferme la parenthèse. Est-ce qu'il y a des réactions par rapport au film, ce que vous avez vu, etc. Donc, je suis ravi de découvrir ce film, je ne l'avais jamais vu, il est absolument formidable. Je voudrais faire 2 apartés avant de parler de mon propos. C'est sur d'abord l'impression de voir un film européen. Il y a plusieurs films de Fleischer qui étaient franchement américains, et celui-là, quand je le vois quand même une patte européenne, sans doute liée peut-être aux conditions de production, mais la façon dont c'est cadré, la façon dont se déroulent les plans, il y a un sentiment de film européen. Et la deuxième chose, c'est la super BO de Elmer Bernstein, qui est plus célèbre pour d'autres films comme Les 7 mercenaires, ou L'homme au bras d'or, ou les 10 commandements. Donc c'est vraiment 2 super points. Moi, ce qui m'a marqué dans ce film, c'est je comprends que le film est apprécié des réalisateurs, parce qu'il y a vraiment tout un aspect grammaire du cinéma sur la façon, sur le cadre. Lorsqu'on voit pour la première fois les bottes, on voit que la caméra est presque au niveau du sol, à l'horizontale, donc on découvre les bottes, et un peu plus loin, on est dans le bar où le tueur est en train de regarder sa revue porno, et là la caméra commence à relever le nez en hauteur, et on voit les jupes des jeunes femmes, donc on commence à avoir une notion de perversion dans le cadre. Et un peu plus loin, on augmente encore dans l'angoisse, les contre-plongées, notamment les scènes de panique du personnage de Mia Farrow. Donc il y a tout un aspect, la manière de cadrer, qui raconte beaucoup de choses et qui transmet aux spectateurs des sentiments, notamment des sentiments de peur, des sentiments malsains. Il y a vraiment tout l'aspect des émotions qui passe par la manière de cadrer, qui est formidable. Voilà. Donc, non, mais c'est vrai que parce qu'en fait, on pourrait se dire il a une idée, c'est qu'il ne filme que les bottes. Ok. Sauf que ça pourrait s'épuiser très 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 vite. Et à chaque fois, il y a quelque chose de supplémentaire par rapport à cette idée de on ne voit que les bottes. Soit c'est dans le cadrage, soit c'est dans l'évolution de l'action. Et par ailleurs, c'est bête, mais le moment où le tueur se fait frapper par le cheval qui tombe et qui se relève, il y a un jeu des pieds, quoi. Enfin, c'est-à-dire qu'il joue, le type. Oui, on sent qu'il se relève, qu'il vacille, qu'il est comme ça. Il y a une émotion, quoi. Il y a une émotion qui vient du bois des pieds. Donc, cette espèce d'idée qui pourrait être simple, ça, il la pousse, mais dans tous les retranchements. C'est-à-dire action, jeu et enrichissement des idées au fur et à mesure. Sinon, ça s'épuiserait ce serait un gimmick, sinon, en fait. Voilà. Mais en fait, la première fois qu'on voit la caméra au niveau du sol, j'ai l'impression qu'il veut placer le spectateur au même niveau de cécité que le personnage principal. On ne voit pas du tout son visage. Et en fait, non, à chaque fois, Fleischer s'amuse à dire méfiez-vous des apparences trompeuses. En fait, c'est pas ça. Il s'amuse un peu à placer, peut-être à faire comprendre au spectateur qu'il n'est pas forcément aussi gentil qu'il voudrait, comme le personnage principal de Mia Farrow, pas forcément aussi gentil qu'on voudrait. Il y a toujours une part de découvrir un peu la part de perversion qu'il y a dans le spectateur, parce que nous aussi on y prend du plaisir, quoi. On s'amuse aussi avec cette manière de raconter l'histoire. Donc le personnage a peur, mais bon, le spectateur, il y a une part de plaisir du spectateur dans tout ça, quoi. Donc, mais il y a un plan dont je ne me souvenais pas du tout et qui montre à quel point tout est pensé, précis, diaboliquement. Et qui fait que quand ils arrivent dans le camp de Romanichel, etc., qui coince Jack le Romanichel, on sait que c'est pas lui. On sait que c'est pas lui parce qu'on l'a vu auparavant. On a vu son visage très très subrepticement,
quand elle est ramenée en voiture, etc. Il était dans le parc. Il était dans le parc, comme ça, il tourne la tête. Donc à partir du moment où on voit le visage du tueur, pourquoi se donner tant de mal à ne filmer que ses bottes? Donc forcément, ce n'est pas le visage du tueur. Et j'avais oublié ce détail et là, on voit que quand même tout est très 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 précis. Donc, il a une jouissance de mise en scène dingue quand il fait le film. Alors juste pour abonder dans votre sens, pour ajouter quelque chose, ce qui excitait Fleischer quand tu as proposé le scénario, c'est en fait la perspective de filmer des plans au ras du sol. Il y en a plein, hein. Il n'y a pas que les bottes du tueur, il y a le tapis avec la gourmette, le verre brisé, etc. Donc il a fait fabriquer une machine pour une espèce de travelling très très proche du sol, pour comme ça s'amuser avec sa caméra à faire des plans vraiment... voilà. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on l'interroge, l'a interviewé sur ce film, il n'en parle pas de ce film dans sa biographie, mais il y a eu quelques interviews, et le premier truc qu'il dit, oui, ça m'a donné envie de filmer au ras du sol. C'est-à-dire que la première idée qu'il a eue, c'était une idée formelle en fait. Voilà, on lui file un scénario, et il dit, voilà, c'était ça. Oui, moi je voudrais dire que ce film il est encore une fois à la limite du presque pas forcément intéressant. Enfin, c'est-à-dire qu'il va tomber. On a peur de plonger avec quelque chose qu'on ne tiendrait pas. Et en fait, non, il revient tout de suite vers quelque chose de très brillant. Et c'est la magie, je trouve, de Fleischer, parce qu'on est toujours presque dans un cinéma de fantastique. C'est-à-dire que moi, je me fais penser à du cinéma fantastique, même la scène de la glaise, avec Mia Farrow complètement éthérée dans cette glaise voilà, qui est très surréaliste. Et ça me fait penser aussi au chien de paille. C'est-à-dire que dans un autre registre où Sharon Tate a cette même, alors elle a ses yeux, mais cette terreur. Et à la différence de Sharon Tate et... C'est pas Sharon Tate dans Le Chien de paille. C'est Suzanne Jones. Ou Suzanne Jones, oui. Mais on n'a pas d'empathie non plus avec Mia Farrow. C'est-à-dire qu'encore une fois, ces acteurs, et je crois que j'en ai vu pas mal là de Fleischer, ils ne sont pas attachants. Et ça, c'est un grand talent, je trouve qu'il a, parce que du coup, on est nous-mêmes... C'est un talent ou c'est de la misanthropie? Mais non, c'est un talent. C'est un talent parce qu'on n'est pas... Justement, on a un libre arbitre qui est très, 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 très généreux. Paradoxalement. Alors. Et paradoxalement, mais il le fait à chaque fois. Vous êtes sévère avec le personnage de Mia Farrow. Je pense que c'est celui auquel on a quand même... on a un peu de l'empathie quand même. Mais non, parce qu'elle est assez irréprochable en fait. Oui, elle veut même, à cause de sa cécité, ne pas imposer sa cécité à son futur mari, donc elle hésite à se marier. Enfin, elle est presque... Le film a une structure de conte de fées quand même. C'est une princesse, c'est quand même quelqu'un qui moralement est assez intègre, qui est pure, il y a une pureté chez elle, et elle est confrontée à la fois au grand méchant loup, en fait. Oui, on ne sait pas, justement, il n'y a pas de genèse. Il n'y a pas de genèse. Oui, mais c'est ce qu'on a besoin de voir. On la découvre après son accident, et c'est quelqu'un qui ne se plaint pas, qui est souriante, qui ne veut pas qu'on l'aide, qui veut s'en sortir toute seule, alors que la plainte pourrait être une évidence. Enfin, poser son handicap aux autres. Et remonter à cheval, ça veut dire, bon ben voilà, la vie s'arrête pas, quoi. Donc moi, j'ai assez une empathie sur elle. Et comme je disais tout à l'heure, enfin quand même, à un moment, Fleischer, il la lâche plus, quoi. Il la fait subir tout ce qu'elle peut subir. Mais elle est quand même, parce qu'on n'a pas encore parlé d'elle depuis le début, elle est quand même, bon, je sais pas, 2-3 ans après Rosemary's Baby, et c'est génial de l'avoir passé de Rosemary's Baby à ça, enfin, et elle est incroyable, au-delà de son visage, les nuances de jeu, et là c'est la première fois que je voyais le film sur grand écran, les nuances de jeu sont vraiment dingues, quoi. Et puis la partie, ça c'est intéressant, où elle subit elle subit tous les malheurs qui peuvent lui arriver. D'ailleurs, c'est intéressant le verre brisé dans le pied. L'idée qu'elle marche, d'abord, parce que c'est génialement fait, on voit le verre 2 fois, puis elle marche pas dessus. Puis elle marche dessus, on l'avait oublié, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plan, mais tout d'un coup, elle pousse un cri de douleur et on sait qu'elle a marché sur le verre brisé. Et ça, le verre brisé, ce moment-là, c'est intéressant parce que, disons qu'il y a assez peu de chances
qu'on rencontre un tueur en série. En revanche, il y a de grandes chances, ça vous est sans doute déjà arrivé, qu'on marche pieds nus sur le verre brisé. Donc il y a aussi cette idée, le vrai film, le film de terreur, ou le film qui veut tout d'un coup ramener le spectateur, qui voit quelque chose d'extraordinaire à quelque chose de familier, eh ben, il invente des trucs comme ça, des choses très familières. Alors j'ai pensé à un autre film où il y a l'histoire de verre brisé, c'est Piège de cristal avec Bruce Willis, qui est quand même un film, il lui arrive, c'est un personnage de Tex Avery, il tombe, il se relève, il a l'air invincible, puis à un moment donné, il marche sur le verre brisé, il a mal. Et donc tout d'un coup, il est comme nous. Ouais, c'est quelque chose qu'on peut tous ressentir. D'ailleurs, ça nous est tous arrivé, je sais pas, je pense. Et sur le moment où elle est maltraitée, il y a ce que tout d'un coup le cinéma de terreur va engendrer aussi chez le spectateur, c'est une certaine mauvaise pulsion. C'est-à-dire que le sadisme Là, on travaille aussi un peu le sadisme du spectateur, sadisme contrarié, parce qu'on aime bien ce personnage, mais aussi on jouit un peu de ses malheurs. Hein. Ça, c'est un côté, oui, sadique ou sadien, quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Je me souvenais plus que le moment où elle était traquée, livrée à elle-même, et où elle tombait de Caribe dans Scylla, c'est qu'elle échappe à l'assassin pour tomber chez des gitans, dont on n'est pas sûr qu'ils ne veulent pas la tuer, enfin, etc. Et là, c'est une dimension, je crois, importante du film, quoi. Mais d'entrée de jeu dans le film, il y a plusieurs personnages hostiles qui sont suspects. Il y a Barker. Et Barker, il introduit une idée quand même, c'est l'idée d'une espèce de faute originelle qui aurait été le cheval tué. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a dès le début, il y a une ambiance générale. Voilà, non, mais il y a d'abord le gitan, il y a l'assassin avec les bottes, et il y a Barker. Barker, il n'est pas très sympa. Hein. Absolument, c'est un suspect. Au début, il est louche, quoi. Exactement, et c'est lui qui introduit cette idée de la faute originelle qui est pourquoi a-t-on tué le cheval avec lequel elle a eu un accident? Est-ce qu'il avait vraiment une jambe cassée? On ne sait pas. Oui, il sait ce qu'ils disent. Elle dit qu'il avait la jambe cassée, il sait ce qu'ils disent. Et donc il y a effectivement un ressentiment là qui s'exprime et qui évidemment charge un peu le personnage aussi. Et ça, il pourrait faire partie des suspects. Surtout dans un film où les chevaux ont un rôle aussi important. Bien sûr. Ils sont vraiment un objet d'amour, de vénération, enfin, etc. Donc ça serait une faute grave, vraiment. Oui, puis surtout, c'est un cheval qui va sauver l'héroïne. Enfin, Bonjour. Oui, ici. J'aimerais bien avoir votre éclairage sur le propos politique du film. On a quand même deux milieux qui se confrontent assez ouvertement et deux milieux très opposés, entre d'un côté le camp des gitans et de l'autre côté une bourgeoisie, voire aristocratie. Vous parliez du fait que finalement le criminel n'est pas là où on pense qu'il est, il n'est pas du côté des gitans, finalement il fait partie de cette famille bourgeoise, de ce haras. Alors que eux vont directement chercher le criminel chez les gitans, il est forcément là-bas. Et l'effet de surprise vient un peu du fait que finalement on se rend compte que pas du tout. Et d'ailleurs quand ils partent le chercher, ils partent sur leurs grands chevaux, à coups de fusil, on dirait qu'ils vont reconquérir leur pays, hein. Il faudrait les dégager. Et vous avez mentionné l'image finale de ce film qui se finit sur une grille, la grille du château, avec beaucoup de visages pauvres derrière. Et j'aimerais juste avoir votre éclairage du coup sur s'il y a un propos politique dans ce film. Je ne connais pas très bien le positionnement de ce réalisateur, donc j'aimerais savoir s'il y a quelque chose à comprendre quand même derrière. Il a fait un film sur Che Guevara. Non, sur l'assassin, c'est quand même pas un riche, hein. C'est un palefrenier, en fait. C'est un employé des riches. Vous m'entendez ? Je ne sais pas si c'est en propos que le climat politique, en tout cas. C'est sûr que ça s'inscrit quelque part. Et ce dernier plan que j'avais oublié, c'est juste cette fascination
des gens comme ça pour regarder le drame. C'est regarder là où il y a eu le malheur, là, etc. Et le plan dur, etc., avec le vilain et tout. Et il est tous ces visages comme ça qui se détachent de la grille pour regarder là où il y a eu le malheur. Je le trouve vraiment fort émotionnellement, en fait. Absolument. Et puis c'est nous, c'est nous spectateurs, ouais. qui sont enfermés derrière. Ah, bon, bon, ben, je pique le tien. Voilà. C'est nous, spectateurs, qui sommes enfermés derrière une grille. Hein, le cinéma, en fait, nous sommes prisonniers du film. Et nous sommes fascinés par ce que nous voyons, et en même temps, nous sommes enfermés. Nous sommes enfermés dans la tête de Richard Fleischer. C'est lui qui va décider de ce qu'on a le droit de voir et de ce qu'on n'a pas le droit de voir. C'est aussi, on peut évidemment interpréter cette dernière image comme ça de façon un peu métaphorique, comme étant celle du spectateur lui-même, c'est celle du voyeurisme pur, en fait. Alors, il faut que vous attendiez un peu, parce qu'on est en pénurie de micro. Je vais voir si je peux réparer le mien. Allô? Ah oui? Vous parlez de Rosemary Baby, vous parlez de ce film, mais il ne faut pas oublier qu'à la même époque, Mia Farrow a joué dans le Full Circle, le cercle infernal. Un peu plus tard. Un peu plus tard, mais où elle avait, au contraire, elle n'était pas aveugle, mais elle avait des visions justement d'un fantôme dans une maison. Et il y a autre chose que je voudrais noter, c'est le fait de voir toujours les bottes du meurtrier. À la fin, ça m'a dérangé de découvrir son visage, et ça me fait penser aussi à Duel de Spielberg, où on ne voit jamais la tête du meurtrier dans son camion. Oui, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'en passer quelque part. On aurait même plus. Oui, mais c'était là, on échappait trop au naturalisme du film de terreur quand même. Il faut qu'il ait un visage. On est dans le réalisme quand même. Et puis j'imagine qu'il y a des espèces de codes qui tient à respecter. Par ailleurs, personnellement, c'est les 10 dernières minutes que je trouve les moins intéressantes. Enfin, il faut finir le film. Voilà, oui, il faut finir le film. Oui. Donc d'ailleurs, ça va vite. Et il le termine. Il faut le bac un peu même. Un petit peu, ouais. Il fait même des plans subjectifs d'aveugle. Enfin, mais il y a un autre film à peu près long, un peu plus tard, qui est le film de John Carpenter, un film qu'il a fait pour la télévision, Meurtre au 43e étage, où c'est une espèce de relecture de Fenêtre sur cour, où une jeune femme est épiée par un type qui la harcèle, et on ne sait pas qui c'est, et à la fin du film, on voit sa tête, et c'est un type totalement anodin. Parce qu'évidemment, l'intérêt du film, c'était pas de découvrir son identité, ou de découvrir quelqu'un de particulièrement monstrueux. Ça aussi, c'est intéressant, c'est la banalité, finalement, de ce personnage. Là, je ne sais pas du tout si on le voit beaucoup avant le plan final, ils se ressemblent tous, enfin, il y a quelque chose, tous les employés du Hara, etc., tous ces jeunes types, etc., ils se ressemblent tous, parce que finalement, peu importe de savoir qui, comment. Ils ont tous la même goût. Oui, alors c'était l'époque, là. Pour le coup, on voit bien que c'est un film européen, en tout cas anglais, parce qu'ils ont des coupes de cheveux. Oui. Alors, justement, pour peut-être rappeler le parcours de Fleischer, on dit que c'est un cinéaste hollywoodien, mais il a vécu en France, en Italie et en Grande-Bretagne. Ce sont des pays où il a fait des films. C'est quand même quelqu'un qui, dès qu'il a pu, il le dit dans ses mémoires, il est allé loin de Hollywood, où il a travaillé avec des producteurs. Alors bon, en France, c'était avec Zanuck, qui était installé à Paris, etc. Zanuck père, Daryl. En Italie, c'est avec Dino de Laurentiis. Là, c'est avec... Là, c'est un producteur américain, mais enfin, il fait 2 films en Grande-Bretagne, et 2 films très anglais, quand même, d'ambiance. Moi, je voulais savoir par rapport. Il y avait le film avec Audrey Hepburn. Oui. Intervention, vous pouvez jouer un rôle principal. Et votre avis Les Seuls dans la nuit, de Terence Young. Oui, c'est un film de Terence Young qui est de 1967, qui est l'adaptation d'une pièce de théâtre. Je me demande d'ailleurs si c'est pas le même écrivain, enfin dramaturge, qui avait écrit Le crime était presque parfait d'A.M. for Murder.
qui est un film qui se passe un peu en huis clos. C'est une aveugle qui est menacée par un tueur joué par Alan Arkin. Oui, c'est un film intéressant, mais c'est beaucoup moins bien que Terreur aveugle. Lequel des deux films a eu le plus de succès? J'en sais rien. J'en sais rien. Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Je vais regarder sur IMDb tout à l'heure. Je vous dirai. Le film de Terence Young avait fait parler de lui. Il avait été davantage considéré comme une œuvre, disons, de catégorie A que Terreur aveugle, qui a été vu, encore une fois, quand je parle de mode mineur, c'est en matière de production, évidemment, c'est un grand film, mais il a été vu un peu comme une commande et un film de série. Voilà. Oui, Patrick Knott, c'est l'auteur de la pièce, et c'est effectivement le même qui avait écrit Die Island for Murder, qui a adapté Hitchcock. Oui, j'avais une question. Je me demandais comment vous interprétez le fait que le gitan met Mia Farrow enferme Mia Farrow dans une cabane. Est-ce que c'est pour pas être accusé simplement pour pas être accusé du meurtre ou je me suis posé la question quand c'est arrivé. Je me suis dit, alors là, il se dénonce totalement. Et en fait, l'idée, c'est non pas de la tuer, mais de l'enfermer et puisque ce sont des gitans, ils sont des nomades, de partir, de se partir et voilà. Je trouvais ça un peu violent si c'était juste par rapport à l'angoisse de ne pas se faire accuser, parce que c'était pas comme c'était pas forcément. Je pense que c'est pour gagner du temps, pour quitter la ville. Oui. Merci. Oui, je voulais faire allusion aussi au film avec Drodberg, mais moi j'aime bien les contes de fées, et le coup de la contre-plongée depuis la baignoire, je le vois une première fois, je me dis bien, c'est bizarre, et puis ça dure un petit peu trop longtemps, où on le revoit une deuxième fois, et là je me dis, miracle, elle recouvre la vue après le choc, au moment où elle est en train de mourir. Voilà. Tout est permis. Hein. Tout est permis. S'il vous plaît, à quel moment on peut faire le lien entre le tueur et qu'il soit un employé du haras? Moi, il me semble qu'il y a un moment où ça manque. Comment on comprend que le personnage se retrouve dans cette maison bourgeoise? Mais à un moment donné, le fiancé, là, Steve, dit à un de ses hommes qui est hors champ, occupe-toi d'elle. Parce qu'elle est seule dans la maison. Eux, ils vont partir. Non, mais au début du film. Ça, c'est vers la fin du film. Oui. Mais au début du film, oui. Comment le type qui est en ville, il remonte à cette... quand on ne sait pas qui il est. Donc, comment le cinéaste donne... Quel est l'élément que procure le CRI? On doit être dans un endroit où les propriétaires de Jaguar, il n'y en a pas beaucoup et on sait où ils habitent. Hein. C'est tout simple. Hein. Pour le coup, il y a un truc de classe, il se fait éclabousser par une voiture de luxe. C'est le lord du coin, ou je sais pas, enfin c'est le grand bourgeois du coin qui conduit la voiture et on sait où il habite. C'est quand même, on sent que c'est un peu un drame rural aussi. Hein. C'est quand même, on est à la campagne, quoi. Bonsoir. Vous précisez sur le site de la Cinémathèque que dans la présentation du film, il y a une grande influence du giallo. Je ne crois pas que vous en ayez parlé. J'ai vérifié, le film sort à peu près au même moment que les 3 premiers giallo de Dario Argento. Il y a de gros rapports avec le giallo, notamment dans la présentation des membres du tueur, les pieds, les mains. Et la seule différence, c'est qu'on ne voit pas les meurtres en soi. C'est moins violent que le giallo. Vous pensez que Fleischer a été influencé dans une certaine mesure par les films d'Argento qui sortaient au même moment? Alors moi, c'est moi qui ai écrit ça. Donc moi, j'aurais pas écrit ça d'ailleurs. Mais il y a une chose qui est enfin, je sais pas si tu me diras si tu es d'accord, parce que je sais que tu aimes bien aussi les giallo. Il y a une chose qui quand même se rapproche le film, des premiers films, enfin des films de Dario Argento, c'est une femme est seule, elle a peur. En gros, et peut-être qu'elle désire avoir peur, enfin c'est pas clair. Il y a je dirais cette situation de base primitive qui est la situation de base du thriller italien de cette époque-là, mais ça a commencé avant avec certains films de Bava, mais qui se trouve également dans les films de terreur. On peut dire que Halloween de Carpenter c'est aussi influencé par le giallo, mais c'est pas super intéressant d'abord comme idée. Je suis pas du tout sûr que Fleischer ait vu les films de Dario Argento.
Il y a un truc qui est un petit peu à l'opposé, hein, c'est-à-dire que dans le giallo classique, il y a plusieurs meurtres auxquels on assiste et on suit presque plus le tueur, etc. Là, on est avec une femme. Oui. Voilà. On reste avec la victime. Et encore une fois, les meurtres ne sont pas mis en scène. C'est quand même une grande différence. Le giallo, c'est un opéra du meurtre. Hein. Il faut que ça soit grandiose, avec de la musique, etc. Là, ils sont tous hors champ. C'est plutôt qu'est-ce qu'on fait des cadavres. Alors, pendant longtemps, dans le cinéma d'Hitchcock, il y avait ce motif qui était qu'est-ce qu'on fait d'un cadavre. Qui a tué Harry, c'est même une comédie là-dessus. Mais là, les cadavres, alors ce qui est très curieux, ce qui m'a frappé, c'est que les cadavres, bon, ils ne bougent pas, mais qu'à un moment donné, ils sont censés appeler la police. Mais je ne sais pas où elle est, on ne sait pas où elle est. C'est dire à quel point, à la fin du film, il l'a expédié. Ça devrait grouiller de policiers, en fait, cet endroit. Et en fait, tout se fait en dehors des corps constitués, quoi. Bon. Oui, bonsoir. J'aimerais revenir, moi, tout début, au générique du film, où l'on voit le meurtrier qui marche dans la rue, avec le même mouvement de poignet, et en claquant des doigts, comme dans West Side Story. Et même en écoutant la bande son, j'avais vraiment l'impression de retrouver des notes, des phrases musicales de West Side Story. Je voulais savoir si ça avait absolument rien à voir, si c'était un clin d'œil à l'Amérique. Avoir votre avis sur ce point-là. Je pense que ça n'a rien à voir. Mais parce que après tout, claquer des doigts, en suivant un rythme intérieur, c'est un détail. Il y a plein de détails dans le film, en fait, il faut comme ça choper. C'est un détail qui est censé expliquer la personnalité du tueur, qui est, je sais pas quoi, il est rock'n'roll, il est cool, mais il est trop cool pour être honnête, vous voyez. Et quand sa coolitude est menacée par une éclaboussure de voiture, tout d'un coup, c'est l'horreur. Oui. Bonjour, vous avez parlé de série B, série A. Pour moi, c'est pas forcément évident de voir ce que ce film est la série B. Bon, je pense que c'est une histoire de budget, mais quelle est la différence, par exemple, entre comme un film comme Arlington Place? Est-ce que pour vous c'est un série A? Est-ce que le budget est plus important que celui-là? Non, mais série A, série B, on l'emploie toujours. C'est plus une période où ça a du sens. La série B, c'était des films à petit budget, produits soit à l'intérieur des studios par des départements spécialisés dans ça, soit par des petits producteurs indépendants. C'est des films qui duraient 1 heure, qui coûtaient pas cher et qui étaient projetés en complément de programme. Voilà. Si vous voulez la définition scientifique de la série B. Après, ça s'est un peu élargi aux films de genre, disons, ou d'exploitation à petit budget. Voilà. Si on compare Arlington Place et ce film-là, Arlington Place a dû coûter un peu plus cher, et Arlington Place, en gros, c'est un grand sujet. Fleischer s'attaque à un fait divers criminel qui a choqué toute la Grande-Bretagne. Il y a vraiment le film on peut dire un sujet ambitieux a priori. Ça, c'est un récit de terreur. Il faut faire peur aux spectateurs. Donc on a considéré, à tort ou à raison, mais encore une fois, je pense que ça n'a pas de sens. On a considéré que c'était un film plutôt de série. Voilà, c'est une époque où beaucoup de films de terreur sont tournés. C'était un de plus, fait par un cinéaste qui, encore une fois, à l'époque, est méprisé par la critique. Ça, c'est quand même étonnant. Fleischer, entre L'étrangleur de Arlington Place et Mandingo, c'est entre 1971 et 1976, il ne fait que des grands films. Et c'est le moment où la critique le compare à un tâcheron. Il n'a absolument aucune, à de rares exceptions près, il n'est absolument pas considéré. Donc vous ajoutez à ça, si vous voulez, la démonétisation de Fleischer, au fait qu'on a l'impression qu'il tourne un film de terreur. Le scénariste, comme l'a rappelé Bertrand, c'est Brian Clemens. C'est un scénariste, c'est lui qui invente la série Chapeau pour les bottes de cuir. Il travaille beaucoup pour la télévision. Il va réaliser un film de vampire quelques années plus tard pour la Hammer. Bref, on est plutôt, non pas dans la série B, mais dans un cinéma qui se veut, en tout cas qui est considéré comme un cinéma mineur, par rapport à des films qui auraient des grands sujets et davantage de budget aussi. Voilà, ça va se voir. Je sais pas, non, je sais pas.
Oui, non, tout à fait. C'est vrai que les séries B, c'est une dérive d'un état de production, en effet, et qui existe, bon, aujourd'hui plus, mais c'est pour ça que je parlais, je vends le film Terreur sur la ligne, parce que vraiment j'adore ce film, mais tu as raison, que je trouve être un immense film, tout en étant vraiment une espèce de petite série B, enfin, faite avec pas grand-chose. Bien sûr. Et même, par exemple, si on prend les Cronenberg, à quel moment, dans la tête des gens, de tout le monde, il passe de la série B à la série A, finalement? Parce qu'il lui, il y a un passage qui s'opère chez lui là-dedans. Oui, encore faire le même film. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on parle du cinéma de genre, c'est vraiment quelque chose qui nous empêche de voir. Je pense qu'il y a des cinéastes qui se servent du genre parce que ce sont des formes particulière, c'est une rhétorique particulière avec laquelle on peut s'amuser, on peut jouer, on peut exprimer des choses. Et puis il y en a d'autres qui servent le genre parce qu'ils inventent des formes à l'intérieur d'un système qui est un cinéma de la sensation, un cinéma de la terreur, etc. Mais c'est très réducteur de réduire les films à leur qualité de série B ou de série A ou de film d'horreur ou bien de film à grand sujet. Un des plus grands moments du cinéma américain, alors on l'a beaucoup dit, c'est les années 70 et même jusqu'au début des années 80, c'est parce qu'à ce moment-là se produisent des tas de films d'horreur et de terreur à petit budget dont on sait aujourd'hui que ce sont de très grands films. Massacre à la tronçonneuse, c'est un grand film. La nuit des masques de Carpenter, c'est un grand film, c'est-à-dire que peu importe. Alors évidemment, les circonstances, les conditions de production ont fait que c'était des films qui marchaient en salle, c'est pour ça qu'ils étaient faits, mais c'est aussi autre chose. Ça suffit pas de dire c'est une série B, c'est une série A, c'est un film de genre ou c'est pas un film de genre. Le genre, c'est la dernière catégorie qui aide à comprendre les films. Ce sont des grands films parce qu'ils les ont faits sérieusement. Ils les ont faits au premier degré. Il n'y avait aucune ironie, etc. Ils mettaient en scène, à travers le cinéma de la peur, leur propre peur du monde. Donc c'est pour ça qu'il y a une sincérité absolue et on s'en apercevait peut-être pas à l'époque, et puis d'abord ce sont tous des grands cinéastes, hein, ce sont des films mis en scène, mais surtout c'est ce côté premier degré, sans ironie, qui met en scène leur propre peur. Pour certains de ces cinéastes, ça pourrait être des peurs intimes, d'autres ça peut être le Vietnam, enfin, il y avait quelque chose comme ça qui était vraiment sincère. Excusez-moi. J'ai oublié le premier plan du film, si je ne me trompe pas, c'est une devanture de cinéma où on voit des films d'horreur, puis on voit le public qui décide. Des pornos aussi. Pardon? Des pornos plutôt. C'est des pornos? Bah, le culte du violeur, je sais pas, ça a l'air. Peu importe. Il faudrait demander à Véran ce qu'elle en pense. J'avais oublié le titre, mais c'est là que c'est aussi intéressant, c'est qu'après, on voit tous ces gens qui sortent du cinéma, puis ça se concentre uniquement sur ses bottes. Oui, en fait, ça pourrait être le tueur pourrait être n'importe lequel de ses spectateurs, mais voilà, il nous faut un indice pour le reste du film. Mais c'est marrant que vous parlez de ça parce que je me suis fait, en revoyant le film, je me suis fait la réflexion, j'ai regardé à quoi ressemblaient les gens qui sortaient du cinéma. Parce que c'est connoté, il a inventé les titres, je crois que c'est le scénariste, ils ont inventé ces titres, il faut qu'on comprenne que le tueur sort d'un cinéma porno. Et vous regardez les gens qui sortent avec lui, c'est des gens plutôt jeunes, des couples, des gens absolument normaux. Ça, c'est très troublant, ça. C'est-à-dire que le tueur, il est caché au milieu de la normalité, en fait. Voilà, ils n'ont pas les têtes de ce qu'on imagine être un spectateur de cinéma porno au début des années 70. Ah, je sais pas, justement, au début des années 70, je pense qu'il y a une espèce de normalisation. Mais sans doute, peut-être. En tout cas, c'est aujourd'hui très frappant. Ce sont des gens comme vous et moi. Oui, mais excusez-moi, mais justement, moi, on a tendance à oublier qu'au début des années 70, un film comme Emmanuel, par exemple, ça faisait des millions d'entrées à Paris. Oui, mais ça c'était une série A, puis il y avait l'alibi littéraire, enfin il y avait beaucoup de raisons qui faisaient que le film, qui ont expliqué le succès du film. Justement, vu que vous parlez de pornographie, une des raisons pourquoi le genre horrifique a souvent été comparé à ça, parce que le but du genre horrifique, c'est de nous faire peur, c'est de nous provoquer des sensations fortes, donc c'est pour ça qu'il y a toujours le rejet d'une certaine critique institutionnelle. Oui. Ça a changé, je pense, depuis, ce qui est plutôt bien. Peut-être une dernière question, puis on va y aller. Je me
permets de reprendre le micro parce qu'il y a un point qu'on n'a pas du tout abordé, et c'est la dame, sa question sur le claquement des doigts au début du film qui m'y a fait penser, c'est l'importance de la bande-son. Parce qu'il y a surtout des moments où Fleischer rend le personnage de Mia Farrow encore plus aveugle qu'elle n'est en lui bouchant les oreilles par le bruit des douches. Je crois qu'il y a au moins deux scènes où il y a cet effet. Non seulement elle ne voit pas, mais en plus elle n'entend pas. Donc il augmente le sentiment d'angoisse en jouant sur la perte d'essence. Donc sa fragilité. Voilà, donc il augmente son handicap, et donc ça crée encore plus normalement d'angoisse chez le spectateur. Et il lui fait pas de cadeau. Hein. Ouais. Et pour répondre à la dame de tout à l'heure qui posait la question sur le claquement de doigts, pour moi je pense que c'est une scène qui indique un peu le tempo de l'angoisse. Il y a d'autres films qui font ça, qui jouent avec la bande son. Donc, l'exemple pour moi le plus connu, c'est le score de Williams pour Les Dents de la Mer. Il y a un tempo, on établit un tempo et ça crée les bases d'une situation d'angoisse. Et à partir de là, le film part au crescendo, quoi. C'est une façon aussi d'installer de manière insidieuse l'angoisse, il me semble. Non, mais de toute manière, le film est quand même très très sensoriel. Et à partir du moment où on a un personnage aveugle, une mise en scène qui travaille énormément le hors-champ, donc ce qu'on ne voit pas, évidemment, le son est aussi très travaillé, quoi. Voilà, merci. Alors juste pour vous rappeler que Bertrand Bonello revient. Il a une carte blanche durant tout le mois de février. Donc revenez discuter avec lui d'un film de Melville, Terreur sur la ligne de Fred Walton, un film de Kenneth Anger. Non, après il y a un programme de court-métrage, vraiment beaucoup, et puis il y a Birth de Jonathan Glazer. Voilà, Birth de Jonathan Glazer. Et par ailleurs, il y aura une rétrospective de l'ensemble de ses films à la fin du mois de février, et son nouveau film sera en salle le 7 février. Et tout à l'heure, à 19h, il y a Soleil vert de Richard Fleischer dans cette salle. C'est un de ses grands films, encore une fois, on est vraiment dans la série, c'est le grand chelem, il fait que des chefs-d'œuvre, c'est formidable, c'est à 19h, il y a déjà beaucoup de billets vendus, donc dépêchez-vous si vous voulez avoir des... Et ça résonne quand même beaucoup avec aujourd'hui, Soleil vert. Absolument. Merci beaucoup.